Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la correction de l'épreuve de droit public qui avait été proposée aux officiers concours externes en 2024. Alors pour mémoire, cette année 2024 était marquée par une première application de la réforme de l'épreuve, puisque dorénavant, eh bien, l'épreuve de QRC comprendra 2, 3 ou 4 questions. Le choix qui est fait pour cette première année d'application, c'est 4 questions. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous? Eh bien, je crois que dans un monde idéal, chaque question devra être traitée sous la forme d'un plan, quitte éventuellement à ce qu'il n'y ait pas de sous-parties, mais seulement des grandes parties. Pourquoi? D'abord, ça envoie un message positif au correcteur. Ça montre qu'on a une certaine maîtrise de la matière et qu'on est capable de prendre de la hauteur. Ça facilite également la correction, puisqu'il va immédiatement identifier les 2 ou 3 grandes idées qui vont être développées. À cela s'ajoute un autre avantage, c'est que opter pour le plan va aussi nous permettre de structurer notre réponse et nous obliger à épuiser chaque idée, donc à ne pas revenir en arrière, ce qui souvent donne une rédaction très chaotique. Maintenant, il faut aussi quand même laisser une place au réalisme. Compte tenu du format de l'épreuve, traiter 4 questions avec un véritable plan d'idées, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. C'est pas impossible parce que si on a de la chance par rapport aux questions qui sont proposées, on peut instinctivement avoir tout de suite un plan. On a pu travailler le thème en amont et à ce moment-là, eh bien, on est capable de faire preuve d'abstraction et d'avoir un plan très vite. Mais je crois qu'ici, l'esprit de l'épreuve, ça reste quand même une question de cours. La question à réponse courte, au fond, c'est une question de cours. C'est une façon peut-être un petit peu, j'allais dire maladroite, disons peut-être un peu inexacte, de dire ce n'est pas une dissertation. Donc, il me semble que si on n'a pas tout de suite un plan, en chercher un, ça fait perdre du temps. Et ça va forcément être au détriment d'une réponse plus complète, mieux rédigée, mieux argumentée. Et je pense que le plus important, ça reste quand même d'avoir un minimum de fond, surtout s'il y a de l'actualité. Alors nous faisons évidemment le choix de traiter les différentes questions avec un plan complet, pour une question évidemment méthodologique, mais il me semble évident que le jour de l'épreuve, vous n'y êtes pas obligé. Mon propos serait évidemment différent si l'on était confronté à un sujet avec seulement 2 questions, auquel cas j'ai davantage de temps pour y répondre, et à ce moment-là, il est plus légitime d'attendre du candidat qu'il soit capable de présenter sa réponse avec un plan structuré, même si, encore une fois, on ne va pas jusqu'au traitement dissertatif. Disons que moins il y a de questions et plus les exigences méthodologiques seront importantes. Alors, pour la correction de ce sujet, comme je le disais, nous faisons le choix de proposer un plan, voire même parfois un plan alternatif, avec quelques éléments de fond, bien sûr, pour guider notre correction. Alors, la première question qui était proposée est une question assez classique et assez technique du droit administratif. Les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et commerciaux, les EPA et les EPIC, définition et principaux critères de distinction. Bon, une réponse, évidemment, doit comporter une phase introductive. Cette phase introductive, elle peut être relativement courte. Surtout, comme dans un sujet comme celui-ci, on a 4 questions à traiter, donc 4 introductions, donc on peut aller assez vite. L'introduction, c'est quand même l'occasion d'aller vers le sujet. Vous savez, cette fameuse technique de l'entonnoir, qui nous permet, au fur et à mesure de sa rédaction, eh bien, d'éliminer les éléments qui n'ont pas à être développés, même s'ils peuvent présenter un certain intérêt. Alors, il me semble qu'ici, le point de départ de tout, c'est la définition de l'établissement public. L'établissement public, qui est une personne publique, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la décentralisation
fonctionnelle, par opposition à la décentralisation territoriale, et qui est marquée à la fois par le rattachement à une autre personne publique, mais surtout au principe de spécialité, qui le distingue bien sûr de la collectivité territoriale, autre personne publique, qui, elle, a des compétences plus larges. Ensuite, l'établissement public, c'est la personnification du service public. Cela a longtemps été le mode de gestion privilégié du service public. Et il faut très vite faire le lien entre service public et établissement public. Pourquoi ? Parce que la question qui est posée concerne non pas l'établissement public, mais la distinction entre l'établissement public administratif et l'établissement public industriel et commercial. Or, qu'est-ce qui donne la nature de l'établissement public ? Eh bien, c'est la nature du service public géré. Si l'établissement public est chargé d'une mission de SPA, alors c'est un EHPA. Si, à l'inverse, il est chargé d'une mission de SPIC, alors c'est un EPIC. Il y a donc ici un lien à faire entre service public et établissement public. J'ai donc un premier axe qui me semble assez évident, c'est l'influence du service public sur la distinction EHPA-EPIC. Pour traiter ce point, deux choses. D'abord, il faut rappeler, première étape grand A, le rôle de l'établissement public dans l'exécution des services publics. Alors, bien sûr, à l'origine, le mode de gestion des services publics, c'est la régie directe, mais très vite, l'établissement public va s'imposer comme un mode de gestion plutôt efficace. Donc, on peut parler d'un mode de gestion historique. Néanmoins, ce mode de gestion est concurrencé. Il est concurrencé, pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que le recours à l'établissement public, ça peut aussi générer un certain nombre de lourdeurs administratives au sens technique du terme. En effet, le principe de spécialité qui guide la gestion des établissements publics, et même si celui-ci est plutôt souplement apprécié par le juge administratif, eh bien, empêche en grande partie la diversification des activités. D'autre part, avec l'ouverture à la concurrence de certains secteurs économiques, sous l'influence bien sûr du droit de l'Union européenne, le rôle de l'établissement public a été bouleversé. Parce que, en tant que personne publique, il bénéficie d'un statut très privilégié qui n'est pas compatible avec les principes de libre et égale concurrence. Raison pour laquelle, eh bien, les opérateurs historiques pour les grands services publics de réseau ont été transformés peu à peu en sociétés commerciales. Raison également pour laquelle les personnes publiques pour l'exécution des services publics ont de plus en plus recours aux procédés contractuels. Deuxième étape maintenant, le lien grand B entre nature du service public et qualification de l'établissement public. Ici, nous avons quand même un point de départ qui est un incontournable, c'est la naissance des SPIC. En effet, le tribunal des conflits en 1921, dans sa célébrissime jurisprudence dite BAC des Loca, Société commerciale de l'Ouest africain dit BAC des Loca, avait pour la première fois identifié une activité de nature industrielle ou commerciale prise en charge par une personne publique. Ce qui, en réalité, était à l'époque une anomalie, puisque l'idée qui prévalait à cette époque, c'est que les activités économiques devaient être prises en charge par les personnes privées. La même année 1921, le Conseil d'État, tirant les conséquences de la jurisprudence du tribunal des conflits, donc de la jurisprudence BAC des Loca,
va pour la première fois parler d'une nouvelle forme de service public, le SPIC. Mais à l'époque où nous parlons en 1921, nous sommes encore en face d'une anomalie, d'une exception. C'est bien plus tard, dans les années 50, à l'époque où le Conseil d'État va chercher à clarifier le rôle du service public comme critère du droit administratif, qu'il va, à l'occasion de sa décision de 1956, c'est la fameuse jurisprudence USIA, Union syndicale des industries aéronautiques, préciser les critères du SPIC. Alors, quels critères ? Fort logiquement, puisque le SPIC est une exception, le principe, vous le comprenez bien, demeure que le service public, il reste dans la sphère du régalien. Il est donc logique que ces critères soient cumulatifs. Alors, quels sont-ils ? Il y a d'abord l'objet du service. L'objet du service, pour qu'il y ait SPIC, il faut que l'activité puisse être celle d'une entreprise privée. On va donc évidemment exclure tout ce qui ne relève pas de l'activité privée au sens économique, donc les activités gratuites. Le deuxième critère, c'est l'origine des ressources. La question ici est de savoir si le service est majoritairement financé par la redevance perçue sur les usagers, laquelle peut alors s'analyser comme le prix, la contrepartie de la prestation, et auquel cas le critère du SPIC est satisfait, ou si au contraire le service est majoritairement financé par de l'argent public, des taxes. Enfin, le dernier critère qu'on ne doit pas oublier car il est lui aussi déterminant, ce sont les modalités de fonctionnement. Lorsqu'on évoque les modalités de fonctionnement, on songe en réalité au support commercial, j'ai envie de dire, qui existe entre le service et l'usager. À partir du moment où il existe une relation qui peut s'apparenter à une relation commerciale, par exemple un contrat d'abonnement, ou encore une facturation périodique. À ce moment-là, nous avons une relation qui n'est pas sans rappeler, parce que très similaire, une relation de nature commerciale. Et auquel cas, le critère du SPIC est satisfait. Donc voilà les deux grands points qu'il fallait traiter dans la relation entre service public et nature de l'établissement public. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier une chose. Le service public, en tant que critère du droit administratif, c'est-à-dire en tant que critère d'application du droit administratif, a forcément une influence sur le juge. Or, nous savons que, en ce qui concerne la distinction EPA-EPIC, de même en ce qui concerne la distinction SPIC et SPA, celle-ci a une influence sur la compétence juridictionnelle. Donc, il était possible d'évoquer dans un second temps l'influence du juge sur la distinction EPA-EPIC. Alors, premier point ici, d'abord l'influence du juge sur la qualification de l'établissement public. De quoi parle-t-on ? Les établissements publics, vous le savez, les catégories d'établissements publics relèvent du domaine de la loi. Donc, ça fait partie des éléments qui relèvent du domaine de la loi. Article 34 de la Constitution, il appartient donc au législateur de déterminer ces catégories. Mais au sein de ces catégories, c'est le pouvoir réglementaire qui crée les différents établissements. Le problème qui peut alors se poser, c'est de savoir si la qualification éventuellement donnée par un texte, réglementaire ou législatif, va lier le juge. C'est ça le problème. Alors, la réponse à ce problème tient en réalité à la hiérarchie des normes.
Lorsque la qualification de l'établissement public est donnée par décret, donc par un acte réglementaire, nous savons que la jurisprudence administrative a une valeur supradécrétale. Ce qui signifie donc que cette qualification ne s'impose pas au juge. Tant et si bien que si l'acte qualifie un établissement d'épique, alors le Conseil d'État peut parfaitement se reconnaître compétent malgré cette qualification. En effet, la qualification textuelle ne l'emportera pas sur les critères jurisprudentiels. On est alors en face d'un établissement public que la doctrine qualifie d'établissement public à visage inversé. Le texte lui donne une nature, la jurisprudence lui en donne une autre. Logiquement, la solution devrait être inverse à partir du moment où la qualification est donnée par la loi. En effet, notre raisonnement, qui repose sur la hiérarchie des normes, devrait nous conduire à dire que la jurisprudence étant infra-législative, si c'est la loi qui qualifie un établissement d'épique, alors cette qualification s'impose au juge. Les choses ne sont malheureusement pas aussi simples que ça. Il se trouve que certains établissements publics, et en dépit du principe de spécialité, peuvent remplir plusieurs missions. Et la plupart du temps, c'est la mission principale qui va donner la qualification à l'établissement. Comprenez par là, si la mission principale de l'établissement est de nature industrielle et commerciale, alors il est logique de le qualifier d'épique. Mais il est possible qu'une mission annexe, connexe, ait, elle, une nature administrative. Or, à ce moment-là, le juge administratif se reconnaissait compétent pour les litiges relatifs à cette mission. On se trouvait alors en face d'une autre forme d'établissement public dit à double visage. À la fois la qualification textuelle, à la fois la qualification jurisprudentielle. Cette situation, vous le comprenez, est très inconfortable et assez peu compatible avec l'idée d'une bonne administration de la justice, puisque cela complique considérablement les règles de compétence juridictionnelle. C'est la raison pour laquelle le tribunal des conflits, en 2004, à l'occasion de son arrêt Blankman, a mis fin à l'établissement public à double visage. Désormais, énonce le tribunal des conflits, sauf exception, ce qu'on verra dans notre grand B, lorsque la loi qualifie un établissement d'épique, alors tous les litiges relatifs à la relation entre l'établissement, le service et l'usager relèvent de la compétence du juge judiciaire. Donc le juge a une influence sur la qualification. Maintenant, l'établissement lui-même a une influence sur la compétence du juge. La nature de l'établissement influence la compétence du juge, puisque par principe, si l'on est en face d'un épique, la compétence est majoritairement judiciaire, alors que si l'on est en face d'un EPA, la compétence est administrative. À partir de là, il faut énoncer la règle et l'exception. La règle, c'est quoi? La règle, c'est une soumission de principe des épiques au droit privé et donc à la compétence du juge judiciaire. Alors cette soumission au droit privé, elle n'est pas absolue. L'établissement public, ça reste tout de même une personne publique. Et quand on parle de la soumission au droit privé, on songe en réalité à tout ce qui a trait à la relation entre l'usager et le service, y compris lorsqu'il existe une notion du droit administratif qui vient s'interposer. Par exemple, si la relation entre l'usager et le service repose sur un contrat administratif, en cas de dommage, c'est quand même le juge judiciaire qui est compétent. Et ce alors même que le contentieux contractuel, le contentieux de l'éventuelle clause exorbitante qui serait contenue dans le contrat, relèverait elle, du JA.
Même chose, si l'usager du SPIC est victime d'un dommage causé par un ouvrage public, lequel emporte normalement compétence du juge administratif, eh bien pourtant, si au moment du dommage, notre victime est à la fois usager de l'ouvrage et usager du SPIC, c'est le juge judiciaire qui est compétent et le droit privé qui s'applique. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a une exception. En effet, il y a une irréductible soumission des services publics, donc des établissements publics, à la compétence du JA. En effet, lorsque le tribunal des conflits avait en 2004, eh bien, en quelque sorte, supprimé l'établissement public à double visage, c'était l'arrêt Blankman qu'on évoquait dans notre première sous-partie, il avait bien pris soin de rappeler des exceptions. Si, lorsque la loi qualifie un établissement public d'EPIC, c'est le juge judiciaire qui est compétent, il y a des exceptions lorsque l'on est en face de l'organisation du service public, puisque les actes relatifs à l'organisation du service public sont des actes réglementaires, donc le contentieux par voie d'action appartient au JA. Même chose s'il est fait usage de pouvoirs de police, et enfin, d'une manière générale, lorsqu'il est fait usage de prérogatives de puissance publique. Voilà donc comment il était possible de traiter cette question avec un plan un peu relevé qui fait le lien entre l'établissement public et le service public et le lien entre l'établissement public et le juge. Maintenant, il était aussi possible d'opter pour une structure beaucoup plus simple. Compte tenu du temps imparti, on pouvait aussi faire un choix beaucoup moins ambitieux, mais tout aussi pertinent. Avec, et c'est ce que je propose ici, un grand 1 sur les critères de distinction, ce qui nous permettait de poser en A eh bien, l'origine du SPIC, la naissance de cette nouvelle forme de service public, donc de cette nouvelle forme d'établissement public. Ensuite, dans un grand B, d'exposer la distinction entre les PIC et les PA, donc entre le SPIC et le SPA, avec les critères posés par le Conseil d'État en 1956. Et dans un deuxième temps, d'évoquer les limites de la distinction, d'une part, quant à la nature de l'établissement public, avec les hypothèses de visage inversé et de double visage, et enfin, dans un dernier point, d'évoquer les limites quant au droit applicable, puisque si l'on a schématiquement une présentation simple qui consiste à dire que l'EPIC relève du JJ et l'EPA relève du JA, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'une part parce que l'établissement public est une personne publique, et d'autre part parce qu'il y a une irréductible soumission des services publics au droit administratif, et donc par voie de conséquence à la compétence du juge administratif. Donc vous le voyez, avec les mêmes données, les mêmes éléments, on arrivait à une présentation un petit peu plus simple, un petit peu plus instinctive, puisque distinction limite, critère limite, ça c'est le type de plan qui peut nous venir à l'esprit très rapidement, et pour autant, on avait une réponse très complète. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la première question. On en passe donc, si vous le voulez bien, à la seconde question qui portait, elle, sur les attributions du Conseil d'État. Bon, écoutez, je crois qu'ici, le plan était assez évident. Quand on parle des attributions du Conseil d'État, on ne parle pas des attributions de la juridiction administrative, on parle bien du Conseil d'État. Or, le Conseil d'État, on le sait, son rôle historique, c'est d'être le conseiller du gouvernement. Et puis, bien que ce soit maintenant un petit peu ancien, mais c'est quand même le fruit d'une longue construction, le Conseil d'État s'est imposé comme une véritable juridiction. Et ce notamment avec la fameuse décision de 1987 du Conseil constitutionnel, dite Conseil de la concurrence. Donc je crois qu'ici, il ne fallait pas chercher un plan très compliqué et évoquer à la fois
les attributions consultatives, son rôle de conseiller, et les attributions contentieuses, juridictionnelles, son rôle de juge. En introduction, on va pouvoir rapidement évoquer l'émancipation du Conseil d'État. Parce que bien sûr, si sa fonction consultative a toujours existé, sa fonction juridictionnelle est une lente construction. Alors bien sûr, il y a eu l'étape du passage de la justice retenue à la justice déléguée, c'est la loi de 1872, puis l'arrêt Cadot de 1889, à l'occasion duquel le Conseil d'État va lui-même se proclamer juge de droit commun de l'administration. Alors le Conseil d'État, évidemment, s'est autoproclamé juge de droit commun de l'administration, ça ne suffit pas. Il a fallu, évidemment, consolider cette fonction. Alors, avec la création des TA en 1953, la création des cours administratives d'appel en 1987, structuration de la juridiction administrative. Et puis, comme je l'évoquais dans mon propos introductif, bien sûr, il y a l'étape fondamentale de la constitutionnalisation de la juridiction administrative avec la décision du Conseil constitutionnel. Mais s'il y a eu développement de sa fonction juridictionnelle, il y a eu préservation de sa fonction consultative. Or, cette double fonction, elle peut poser des difficultés au regard du principe d'impartialité dans sa dimension objective. Alors, quel est le problème ici? On pouvait en dire un mot, même si ça n'était pas le sujet. Le problème, c'est que le Conseil d'État va dans un premier temps, en amont, donner un avis sur les décrets et dans un second temps, a posteriori, se prononcer sur la légalité des décrets. Alors, il se trouve que cette dimension objective de l'impartialité a fait l'objet d'un contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la fameuse affaire Procola de 1995, mais le problème est largement surmonté, en témoigne notamment la décision de 2006 de la CEDH qui reconnaît la compatibilité de cette double fonction dès lors que les membres du Conseil d'État qui ont participé à l'élaboration d'un décret dans la formation consultative ne participent pas à l'examen a posteriori de sa légalité. Alors, comme je le disais ici, dans un premier temps, je crois qu'une première partie doit être consacrée à la fonction consultative, une seconde partie à la fonction contentieuse. Sur la fonction consultative, qui est peut-être assez paradoxalement la moins connue, on pouvait opter pour un découpage assez simple en se prononçant d'abord sur l'étendue, dans quel cas il est consulté, et dans un deuxième temps sur l'importance de cette consultation. Alors sur l'étendue, il y a des avis qui ne sont pas obligatoires. Le Conseil d'État est parfois consulté de manière, je dirais, un petit peu informelle. Par exemple, sur le port du foulard à l'école, avec l'avis de 1989. Il est également obligatoirement consulté sur certains textes, les décrets, les projets de loi. Et puis, n'oublions pas que depuis la révision du 23 juillet 2008, il peut également être facultativement saisi pour avis pour les propositions de loi. Dans cette fonction consultative, on n'oubliera pas de dire un mot aussi sur les études annuelles du Conseil d'État. Car le juge administratif, en tant que conseiller du gouvernement, est toujours très au fait des politiques publiques et chaque année, il rend une étude annuelle sur l'une de ces politiques publiques, études qui sont bien souvent très enrichissantes. Il y a l'étendue, il y a l'importance. L'importance du rôle consultatif du Conseil d'État, on peut aussi bien l'apprécier au regard du contentieux administratif, sur le plan du contentieux, et aussi au regard du rôle constitutionnel que peut remplir le Conseil d'État. Sur le plan contentieux, là, nous sommes sur une question qui est assez technique. Il faut savoir que
le défaut de consultation, lorsqu'il est évidemment obligatoire, constitue un vice de procédure, lequel doit même être soulevé d'office par le juge. Car en effet, lorsque la consultation est obligatoire, le défaut de consultation, qui est un vice de procédure, peut être assimilé à un véritable vice de compétence. Donc il y a quand même une conséquence contentieuse qui n'est pas anodine. Ensuite, pour prendre un petit peu de hauteur, on peut dire que ce rôle consultatif renforce la fonction constitutionnelle du Conseil d'État. Vous le savez, le Conseil d'État, lorsqu'il statue au contentieux, il ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. Ce n'est pas son rôle en tant que juge. Mais lorsqu'il intervient en amont, en tant que conseiller, il émet un avis aussi bien sur la conventionnalité que sur la constitutionnalité d'un texte, y compris lorsque c'est une loi. Et ici, nous avons évidemment l'exemple à côté duquel on ne peut pas passer, c'est-à-dire l'étude de 2000 du Conseil d'État, de 2010 du Conseil d'État sur l'ordre public au moment du débat sur l'adoption de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Puisque on se souvient évidemment que l'objectif de la loi était d'interdire le port du voile intégral, le niqab, la burqa, mais face au risque d'inconstitutionnalité, puisqu'on parle bien d'un signe religieux, le gouvernement avait demandé au Conseil d'État quels étaient les principes constitutionnels qui étaient de nature à justifier une telle interdiction. Donc on voit ici que ce rôle consultatif, il renforce, il consolide la fonction constitutionnelle de notre Conseil d'État. Maintenant, bien sûr, sans suspense, il y a aussi les attributions contentieuses. Alors, ici le plan est peut-être un peu plus complexe parce qu'il y a 3 attributions. Mais on pouvait assez facilement faire un découpage avec d'un côté notre Conseil d'État en tant que juge régulateur de la jurisprudence et le Conseil d'État en tant que juge de premier et dernier ressort. Lorsqu'il est régulateur, il est juge de cassation, à l'instar bien sûr de son homologue judiciaire, la Cour de cassation. Sur ce point, il faut rappeler que le droit au pourvoi, l'exercice du pourvoi en cassation, est un principe général du droit. PGD consacré en 1947, c'est l'arrêt d'Heyer, et désormais codifié à l'article 821-1 du CJR. Le Conseil d'État intervient également en tant que juge d'appel en matière de référé liberté. Évidemment très important, c'est l'article L521-2 du CJR. Il est également, en tant que juridiction, compétent en premier et dernier ressort. Alors, l'étendue de cette compétence est fixée par le Code de justice administrative. Il concerne les décrets des ministres, du président de la République bien évidemment, mais également des décisions de certains organismes publics indépendants. Donc, cela évidemment permet de montrer l'étendue de sa compétence contentieuse. Bon, voilà une question qui finalement pouvait être traitée, avec un plan de manière relativement simple. Alors on en passe, si vous le voulez bien, à la 3e question. La 3e question portait sur les principaux mécanismes de protection des libertés publiques par les juges nationaux. Elle était, elle, à la différence des précédentes, créditée de 6 points, un petit peu plus. Cette question, moi, je la trouve à la fois facile et en même temps un petit peu complexe. Elle est assez facile parce que on connaît les mécanismes juridictionnels. Normalement, si on s'est correctement préparé à notre concours, ce sont des questions plutôt simples. La difficulté ici réside dans, les qualités de synthèse. Parce que sur la protection juridictionnelle des libertés, écoutez, je crois qu'on peut faire des dizaines et des dizaines de pages. Donc toute la difficulté ici, du moins la première, la plus grande, c'était d'être synthétique, d'aller à l'essentiel.
Après, il y avait peut-être une seconde difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait du Conseil constitutionnel? On parle ici des juges nationaux, et le Conseil constitutionnel n'est pas un juge. Alors, il n'est pas un juge, attention tout de même, il n'est pas qualifié comme tel par le droit interne. Mais au regard du droit européen, notamment du droit de l'Union européenne, il a la possibilité, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, de poser des questions préjudicielles. Donc, au sens de la jurisprudence européenne, le Conseil constitutionnel est une juridiction. D'autre part, quand on parle de protection des libertés, on ne peut pas faire abstraction de ce nouvel instrument issu de la révision du 23 juillet 2008, c'est la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité, c'est une immixtion du Conseil constitutionnel dans le procès. Donc, c'est l'illustration d'une juridictionnalisation de sa fonction. Et je crois qu'ici, il n'était pas possible de faire abstraction du contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité est trop important dans la protection des libertés pour qu'on ne l'évoque pas. Alors, à partir de là, je crois qu'il était possible d'opter pour un plan qu'on va voir ensemble, qui laissait la part belle au contrôle de constitutionnalité. Je vous proposerai une alternative plus simple. D'abord, notre introduction. Bon, dans l'introduction, il faut évidemment définir les termes les plus importants du sujet. Allons-nous perdre du temps à définir ce qu'est un juge? Bien sûr que non. En revanche, peut-être qu'un mot sur la spécificité du Conseil constitutionnel, éventuellement un juge en devenir, une Cour suprême en devenir, ça pouvait être intéressant et surtout justifier que l'on en parle dans notre réponse. Par contre, le plus important, c'est de définir liberté publique, liberté fondamentale. Ensuite, il faut aussi évoquer la concurrence. On parle de protection par le juge national. Qu'en est-il de la protection par les juges extranationaux? Eh oui, l'apport de la CJCE, de la CJUE désormais, mais surtout de la CEDH, n'est pas à négliger. Et puis, s'agissant du juge national, on peut aussi évoquer un certain perfectionnement dans la protection des libertés. Disons que les choses vont dans le bon sens, si vous voulez, parce que désormais, de nouvelles procédures, de nouveaux instruments de protection sont à disposition du juge. La QPC, mais également le référé liberté. Cette protection des libertés par les juges nationaux, et plus précisément par les juges ordinaires, eh bien c'est un élément de perturbation des compétences juridictionnelles. Historiquement, c'est le juge judiciaire qui est le garant, qui est le protecteur des libertés. Article 66 de la Constitution. Mais la montée en puissance du juge administratif et le fait que la loi du 30 juin 2000 l'ait doté d'un instrument très efficace dans la protection des libertés, c'est le référé liberté, a perturbé ce schéma, de sorte qu'il y a un rééquilibre en matière de protection des libertés entre la compétence du JJ, la compétence du JA. Alors, première option possible, d'abord le contrôle de constitutionnalité et ensuite le rôle du juge ordinaire. Et si on veut prendre un petit peu de hauteur, on peut évoquer grand 1, la complétude du contrôle de constitutionnalité, et grand 2, la protection des libertés à l'épreuve du dualisme juridictionnel. D'abord, la complétude du contrôle de constitutionnalité. Complétude, elle est temporelle. Parce qu'il y a toujours eu un contrôle a priori, mais ce contrôle a priori, il a des limites. D'où l'intérêt, grand B, d'un contrôle a posteriori. Alors, contrôle a priori limité. Pourquoi? Pour les lois ordinaires, vous le savez, la saisine, elle est d'abord facultative. Et même si les autorités de saisine
se sont multipliés avec la révision de 1974, je vous prie de m'excuser, qui a ouvert la saisine aux parlementaires, 60 députés, 60 sénateurs. Il n'en demeure pas moins qu'il existe parfois un consensus politique pour ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Donc la saisine est d'abord facultative. Ensuite, même si le Conseil constitutionnel est saisi, il ne se prononce qu'a priori, de sorte que, une fois que la loi est promulguée, il n'est plus possible de remettre en cause sa constitutionnalité. Donc, on voit ici les limites. D'où l'intérêt, grand B, d'avoir un contrôle a posteriori, c'est la QPC. Alors, bien sûr, ici, il fallait évoquer la réforme du 23 juillet 2008, qui, tout en préservant le monopole du Conseil constitutionnel, a créé un système de filtre qui donne un nouveau rôle au juge ordinaire. L'idée est très simple, sans rentrer dans le détail. Avec la création d'un contrôle a posteriori, il était certain que le travail du Conseil constitutionnel allait être alourdi. Et donc, afin de séparer le bon grain de l'ivraie, on a chargé le juge ordinaire de filtrer les questions et de ne transmettre au Conseil constitutionnel que celles qui remplissent les conditions de transmission. Il se trouve que parmi ces conditions de transmission, je crois que c'est important de le rappeler, il y a le caractère sérieux de la question posée. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, au fond, une question sérieuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une question qui va faire naître dans l'esprit du juge un doute sur la constitutionnalité de la loi. Et donc, à contrario, la question qui n'est pas sérieuse, c'est celle qui ne fait pas naître un tel doute. Ce qui veut donc dire que si le juge ordinaire estime que la loi est conforme à la Constitution, alors il ne transmet pas. Et donc cela donne au juge ordinaire un nouveau pouvoir, celui de déclarer la constitutionnalité d'une loi. Non pas de prononcer l'inconstitutionnalité, mais de prononcer la constitutionnalité. Dans un deuxième temps maintenant, il fallait se concentrer sur la protection des libertés par le juge ordinaire. Je le disais tout à l'heure, à l'origine, c'est le juge judiciaire qui est chargé de ce rôle, avec très symboliquement, enfin, c'est plus qu'un symbole évidemment, c'est l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Mais l'origine de cette hypertrophie de la compétence judiciaire, elle se trouve dans l'incapacité du juge administratif à offrir aux libertés un niveau de protection suffisant, un niveau de protection satisfaisant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons eu une interprétation très large de la liberté individuelle et que parallèlement, le tribunal des conflits a développé la théorie jurisprudentielle de la voie de fait. Mais tout ceci est beaucoup moins utile dès lors que le juge administratif dispose d'instruments efficaces en matière de liberté. Et donc maintenant que le juge administratif est en mesure d'offrir aux libertés des garanties que l'on peut dire satisfaisantes, eh bien la question se pose, est-ce que la protection des libertés s'en trouve véritablement renforcée ? D'où l'idée d'une protection des libertés à l'épreuve du dualisme juridictionnel. Alors, deux choses ici. Une première idée sur le renforcement du rôle du JA. On pouvait utilement dire un mot du contrôle de légalité. Pourquoi ? Le contrôle de légalité, qui consiste à soumettre l'administration au respect du droit, c'est déjà une façon de protéger les libertés. Soumettre l'administration au respect du droit, je dirais que c'est même la protection élémentaire en matière de liberté. Donc c'est déjà une contribution de notre juge administratif. Maintenant, bien sûr, on n'allait pas développer tout le contrôle de légalité dans notre copie.
C'est pas possible. Ce n'est pas réaliste en termes de temps. Donc il fallait très rapidement en venir au point essentiel, celui qui est attendu, c'est le référé liberté. Procédure issue de la loi du 30 juin 2000 et qui fait du juge administratif un véritable protecteur des libertés. Alors, s'il y a eu renforcement de la compétence du JA, c'est forcément au détriment du juge judiciaire. Pour autant, le juge judiciaire conserve, grand B, un rôle essentiel en matière de liberté. D'abord, bien sûr, parce que subsiste la notion de liberté individuelle qui découle de l'article 66 et qui est une réserve de compétences à son profit. Néanmoins, aujourd'hui, la notion de liberté individuelle, elle est limitée. L'interprétation qui en est faite est beaucoup plus restrictive que cela n'a été. Alors, qu'est-ce qui subsiste en matière de liberté individuelle? Eh bien, la protection contre la détention stricto sensu. Ensuite se pose la question du maintien de la théorie de la voie de fait et de l'emprise irrégulière. D'abord, la voie de fait. La voie de fait, c'est une pure construction jurisprudentielle qui a en réalité pour unique rôle de transférer un contentieux qui normalement relève de la juridiction administrative au juge judiciaire. Et ce, parce que l'administration s'est rendue coupable d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Et comme je le disais tout à l'heure, puisque notre juge administratif n'a pas les outils, les instruments permettant d'offrir une protection suffisante aux libertés, eh bien, il y va de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que ce soit le juge judiciaire qui soit compétent. Avec le référé liberté, tout ça est un petit peu bouleversé. Donc, le tribunal des conflits, tirant les conséquences de, l'efficacité du référé liberté, a, dans sa décision 2013 Bergoend, redéfini la voie de fait dans un sens beaucoup plus restrictif. Et notamment, parmi les hypothèses de voie de fait qui subsistent, il y a l'extinction d'un droit de propriété, lorsque l'administration, en raison d'une de ses décisions ou d'une action, entraîne l'extinction d'un droit de propriété. Il est donc logique que, dans la continuité de cette jurisprudence, le tribunal des conflits ait attribué au juge administratif la totalité du contentieux de l'emprise irrégulière. Parce que jusqu'ici, en cas d'emprise, le JA se prononçait sur sa régularité, donc sur l'aspect légalité, mais la réparation de l'emprise relevait du juge judiciaire puisque c'est une atteinte au droit de propriété. Mais comme c'est une simple atteinte et non pas une extinction, logiquement, le tribunal des conflits considère désormais que tout le contentieux de l'emprise relève du JA. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibre des compétences juridictionnelles. Maintenant, on pouvait opter pour un choix plus simple. Effectivement, si on n'a pas le temps, parce qu'instinctivement on n'a pas un plan d'idées qui nous vient à l'esprit, on pouvait opter pour quelque chose de plus simple. Avec d'abord, premier point, le contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité. Pourquoi on mêle les deux? Parce que historiquement, les deux étaient confondus. À l'origine, le Conseil d'État, il assimile l'un à l'autre. Or, ces contrôles, aussi bien de conventionnalité que de constitutionnalité, sont des instruments de protection des libertés. Dans un deuxième temps maintenant, on pouvait évoquer le rôle spécifique du juge administratif. Pourquoi? Parce que, comme nous l'évoquions tout à l'heure, dans son office traditionnel, qui consiste à soumettre l'administration au respect du droit, il est déjà protecteur des libertés. Cette fonction ne lui est pas
officiellement reconnu, mais soumettre l'administration au respect du droit, c'est protéger les libertés. Enfin, dans un troisième temps, on pouvait évoquer le rôle du juge judiciaire, qui sur le plan historique est très important, article 66 de la Constitution, théorie de la voie de fait, réparation de l'emprise irrégulière, mais qui aujourd'hui est de moindre importance, puisque sa compétence est restrictivement interprétée, puisqu'encore une fois, le juge administratif, qui désormais dispose de la procédure de référé-liberté, est lui aussi à même de protéger ses libertés. Donc on pouvait comme ça terminer sur le juge judiciaire. Oui, il conserve un rôle spécifique, un peu une forme de réserve de compétences, mais beaucoup plus réduite qu'elle ne l'était auparavant. Donc vous voyez, une question qui, sur le fond, est très simple, mais dont le traitement est compliqué puisqu'il y avait énormément de choses à dire, donc elle pouvait nous prendre beaucoup de temps en termes de rédaction, et seulement pour 6 points. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette troisième question sur la protection des libertés par le juge national. Alors une dernière question, question 4, sur 5 points, qui était peut-être la question la plus difficile parce que sur ce genre de questions, il n'y a pas énormément de choses à dire et soit on sait, soit on ne sait pas. Alors la question portait sur les interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques, cadres et autorités de contrôle. Ici, je crois qu'il n'y avait pas de difficulté pour établir un plan. Alors à condition évidemment d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet. Alors pour 2 raisons. D'abord parce que la question nous donne finalement des idées de plan, le cadre juridique, le contrôle de son exercice. Ensuite parce que quand on parle d'interception de correspondance, en l'occurrence ici émise par la voie électronique, on est dans le contentieux des libertés. Et donc forcément, dès qu'on touche à la liberté, j'ai toujours un cadre juridique contraignant et j'ai toujours des mécanismes de contrôle. Alors, en règle générale, ce mécanisme de contrôle, il est juridictionnel, mais il arrive aussi parfois que pour la protection des libertés, on ait recours à des autorités administratives indépendantes. Bon, dans notre introduction, on va rapidement définir ce qu'est l'interception. On va ensuite développer en expliquant son rôle essentiel dans la protection de l'ordre public. Et ce, bien évidemment, avec l'idée, même si on ne la précise pas dans la copie, du traumatisme des attentats de 2015. Ensuite, quand on parle d'interception de correspondance, d'interception que l'on peut qualifier de sécurité, il y a toujours une mise en balance entre d'un côté sa nécessité au regard de la protection de l'ordre public, mais de l'autre côté, la mise en cause de la vie privée. Alors, raison pour laquelle, je crois qu'ici, en matière de liberté, eh bien, on aura une structure, un plan qui sera toujours un petit peu le même. À quelles conditions j'interviens, grand 1, et sous quel contrôle, grand 2. Alors, à quelles conditions j'interviens ? Les interceptions, elles reposent, grand 1, sur un cadre juridique, un régime juridique contraignant. Pourquoi contraignant ? Eh bien, parce qu'il y a le principe. Le principe, grand A, c'est le secret des correspondances. Le secret des correspondances, il est protégé par le code pénal, d'une manière générale, au nom de la vie privée, c'est l'article 432-9, alinéa 1 du code pénal, mais aujourd'hui, il y a une protection spécifique pour les communications électroniques, c'est l'article 432-9, alinéa 2. Donc, le principe demeure celui du secret, celui de la protection des correspondances. Maintenant, la protection de l'ordre public justifie qu'existent des exceptions.
Mais ces exceptions, elles sont évidemment encadrées. En effet, la loi de 1991 prévoit la possibilité d'interception de sécurité pour la collecte de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée et la reconstitution ou le maintien de groupements dissous en application de la loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Donc, les exceptions, elles sont relativement larges. Mais attention tout de même, quand on parle d'exception en matière d'interception, on ne parle pas forcément de transcription. C'est pas la même chose. La transcription des données collectées, elle est limitée aux seuls renseignements qui rentrent dans les différentes catégories, dans les différentes thématiques évoquées précédemment. Sous-entendu ici, je ne peux pas utiliser cette information à d'autres fins, même si elle pouvait révéler une autre infraction pénale. Ensuite, bien sûr, l'utilisation des interceptions suppose le respect d'une procédure. Alors, il fallait en dire un mot. D'abord, l'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre, sur proposition d'un autre ministre, de la Défense, de l'Intérieur, et cette autorisation, elle n'est valable que pour une durée maximale de 4 mois. Parce que l'on touche aux libertés, il y a lieu d'assurer une protection effective des libertés. Alors, en règle générale, il y a la protection juridictionnelle. Mais la protection juridictionnelle ici, elle ne revêt pas une dimension particulière. Si bien que, comme c'est souvent le cas en matière de liberté, on a plutôt recours à une autorité indépendante. Alors, tel est le rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette commission, en tant qu'autorité, eh bien, elle a un statut et elle a des prérogatives, des pouvoirs. Et c'est toujours un peu comme ça qu'on présente ces autorités, le statut qui assure l'indépendance et puis les prérogatives qui assurent la protection. Alors, quant au statut, nous sommes bien en face d'une AAI, Autorité administrative indépendante, c'est important, à l'image de la CNIL, à l'image de la CADA, à l'image de l'ARCOM, qui bien sûr remplace le CSA. Donc, dès qu'on est dans un domaine qui touche aux libertés, le choix du droit positif, c'est le recours aux autorités administratives indépendantes. Maintenant, ce statut qui, bien sûr, permet un niveau de protection élevé, ça suppose aussi des pouvoirs. Alors, sur les pouvoirs de la commission, écoutez, là, il fallait savoir. Soit on savait, soit on ne savait pas. Là, malheureusement, on ne peut pas se raccrocher aux grands principes. Alors, il faut savoir que lorsque l'autorisation d'interception est donnée par le Premier ministre, le président de la commission est censé être informé rapidement, sous 48 heures, donc pas immédiatement, mais sous 48 heures. Je rappelle que l'autorisation, elle est donnée pour 4 mois. Et à ce moment-là, la commission peut décider de recommander d'y mettre fin. Donc elle donne un avis. Ensuite, de sa propre initiative, ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité afin de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions légales. Donc, on le voit, il y a un rôle spécifique qui est rempli par cette commission et qui permet bien sûr de limiter les excès dans l'usage de ces interceptions. On en arrive à la fin de cette correction. Vous le voyez, un premier sujet qui a fait l'épreuve de la réforme,
avec 4 questions. Donc, encore une fois, au risque de me répéter, lorsqu'il y a 4 questions, il faut aller vite, il faut savoir faire preuve de synthèse et il faut savoir sélectionner les éléments les plus pertinents pour être sûr de répondre dans le délai imparti. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de droit public.